Voilà, donc c'était tout pour l'introduction. Je coupe mon partage et je vais donc inviter Nicolas à prendre la parole. Merci à tous et excellente session. Alors, je reprends la parole pour rappeler qu'on va parler de stockage et distribution d'hydrogène aujourd'hui. Ceux d'entre vous qui étaient là la semaine dernière, je les salue. Et le sommaire de ma présentation du jour, ça va être un petit rappel sur ce que c'est que Carnotto, pourquoi il faut s'intéresser à la filière hydrogène maintenant, quels sont les atouts de l'hydrogène, ça j'en ai parlé la semaine dernière, mais je vais faire un rappel dessus. Enfin, je vais recaler ce webinaire dans la série de 3 webinaires sur l'hydrogène que nous faisons. Nous sommes au milieu de la série. Il y en a eu un la semaine dernière, il y en a un la semaine prochaine. Et le sujet du jour, c'est le stockage et la distribution d'hydrogène. Je vous parlerai d'acheminement par conduite, d'acheminement par bateau, d'acheminement par camion et de stockage d'hydrogène. En conclusion, on rappellera les points clés et je vous partagerai quelques sources d'informations et de documentation que vous pourrez aller voir ensuite. Alors, Carnotto, qui sommes-nous? Les instituts Carnot sont des structures de recherche publiques, des EPIC principalement, mais pas que, qui sont des instituts d'excellence labellisés par le ministère de la Recherche pour leurs travaux en recherche partenariale au bénéfice des entreprises et de l'innovation. Ces instituts Carnot sont regroupés en 8 filières, automobile, aéronautique, énergie, et Carnotto, c'est un regroupement de 9 instituts Carnot, c'est la filière recherche publique automobile et mobilité. Et cette filière a vocation à renforcer la compétitivité et l'attractivité des ETI, PME, TPE essentiellement, et sur le territoire, d'où le fait que nous soyons répartis sur l'ensemble du territoire français. Vous voyez, on est répartis partout, sauf dans le sud-ouest, où on réserve nos moyens d'essai à la plateforme, à la filière Aircar aéronautique. Sinon, on est répartis avec tous nos moyens sur tout le territoire. Donc, vous devriez pouvoir accéder chez nous en très peu de temps et dans toute la France. Vous pouvez nous joindre, bien sûr, par le site web carnotto.fr, nous poser vos questions, et certains d'entre vous l'ont déjà bien fait après le webinaire la semaine dernière, par entreprise@carnotto.fr, et nous voir sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi faut-il s'intéresser à la filière hydrogène? Maintenant, je l'ai déjà dit la semaine dernière, eh bien parce que l'utilisation de l'hydrogène fait partie des actions possibles pour réduire les émissions de CO2. Et le monde politique s'est emparé du sujet maintenant. En juin dernier, l'Allemagne a lancé par exemple son plan hydrogène doté de 9 milliards d'euros. En septembre, vous savez que c'est la France qui a lancé son plan hydrogène doté de 7 milliards d'euros. Il y a des financements à la clé, et donc ces financements, ils sont maintenant, ça ne durera probablement pas. Je vous donne 2 exemples pour la France, les 2 appels à projets ADEME que vous connaissez sur l'hydrogène, briques technologiques et démonstrateurs, et écosystèmes territoriaux hydrogène. Pourquoi il faut essayer de candidater aux appels à projets? Parce qu'il y a des subventions intéressantes. Exemple dans le 2e appel d'offres, appel à projets. Pour les très petites entreprises, il y a des financements pour les véhicules hydrogène. Vous voyez que pour un fourgon, par exemple, on a jusqu'à 37 000 euros de financement. Et pour ceux qui voudraient avoir des bennes ordures, on peut aller jusqu'à 200 000. Donc c'est intéressant. Et je vous rappelle que les membres de Carnotto, évidemment, sont les premiers informés de ces appels à projets, et que pour construire un appel à projet, ils ont besoin d'être en lien et en partenariat avec des industriels. Et donc, on est intéressé à avoir vos inputs, vos sujets, pour les inclure dans nos projets. Quels sont les atouts de l'hydrogène et pourquoi les gens s'y intéressent? Eh bien, parce que l'hydrogène est l'élément le plus répandu dans l'atmosphère, malheureusement presque toujours groupé avec d'autres molécules. Donc, il va falloir l'extraire, ça va coûter de l'argent et de l'énergie. L'hydrogène est propre, sa combustion ne dégage pas de CO2 mais de l'eau. L'hydrogène n'est pas toxique, n'est pas polluant. Ses propriétés physico-chimiques, et là, ça va être lié à notre exposé, c'est un composé qui a une très forte densité d'énergie par unité de masse, c'est-à-dire par kilo d'hydrogène, il y a beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'on l'utilise pour les fusées. En revanche, il est léger, il est 8 fois moins dense que le gaz naturel et 13 fois moins dense que l'air. C'est pour ça qu'à notre niveau dans l'atmosphère, on n'en trouve pas, parce que s'il y en avait, il monterait. L'énergie par unité de volume est effectivement aussi faible, 3 fois moins que l'essence ou le gazole, donc ça va poser des problèmes en mobilité. Un autre problème aussi, c'est que la taille de la molécule d'hydrogène est 29 fois plus petite que celle du gaz naturel. Et donc,
Ces propriétés vont être à l'origine des travaux que l'on mène et des difficultés qu'on va résoudre. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de mine d'hydrogène, il faut toujours le détacher d'une molécule, donc ça va consommer de l'énergie et de l'argent. L'énergie par unité de volume d'hydrogène est faible, donc ça va poser des problèmes de stockage, et compte tenu de sa petite taille, l'hydrogène va fuir à travers les matériaux et les métaux. Alors maintenant, notre cycle de webinar, comment on est situé sur la chaîne de valeur? Une chaîne de valeur, c'est des briques assemblées les unes à côté des autres qui vont du départ d'un processus, des matières premières, jusqu'à la vente au client final. Et chaque brique augmente la valeur de la brique précédente, d'où la chaîne de valeur. La semaine dernière, nous étions sur la production. Là, nous sommes en milieu de chaîne sur le stockage et l'acheminement. Et la semaine prochaine, nous serons sur l'utilisation. Un point intéressant, Carnot et vous, les instituts Carnot sont présents sur l'ensemble de la chaîne. Exemple ici, vous avez une préfiguration d'une unité de gazéification de la biomasse par le Carnot IFPEN-TE. Alors, on vient à notre sujet, l'acheminement et le stockage d'hydrogène. Un rappel. La semaine dernière, je vous ai parlé de la façon dont on produit l'hydrogène. Donc, au début de la chaîne de valeur, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux grandes filières. Une filière chimique, vaporéformage ou gazéification. Une filière électrique, physico-chimique, électrolyse. La filière chimique, avantage-prix, inconvénient, émission de CO2. La filière électrolyse, avantage CO2, inconvénient, consommation d'eau et prix. Bon, ça, il faut s'en rappeler, mais ce n'est pas le sujet du jour. La chaîne de valeur, la voilà, et je vais tout de suite la réduire. On s'intéresse au stockage acheminement, c'est-à-dire à cette partie-là. Alors, première remarque, une fois que l'hydrogène est produit, c'est la même molécule, quel que soit le mode de production. C'est-à-dire que l'hydrogène soit gris, bleu, vert, c'est des qualités d'hydrogène. Aujourd'hui, il arrive souvent qu'on le mutualise, et donc on met tout ça dans des tuyaux, et les conditions d'acheminement et de stockage sont les mêmes, quel que soit le mode de production d'hydrogène, aujourd'hui. Alors, venons-en au fait. De quoi parle-t-on quand on parle de stockage et d'acheminement d'hydrogène? Alors, dans la chaîne de valeur d'un gaz ou d'un produit comme l'hydrogène, on est plutôt dans la filière raffinage pétrochimie. Donc, ce qu'on appelle stockage, ça s'appelle aussi stockage massif. En italique, je vous mets des mots que vous avez peut-être entendus, que je décrypte au moment où j'en parle. Comme ça permet de savoir ce que ça veut dire. Stockage massif, c'est du stockage en sous-sol. Vous voyez là l'Ineris qui nous a donné un exemple. À grande profondeur, et c'est des quantités de l'ordre de 10, 20, 30, 50 000 mètres cubes. Voilà, c'est ça qu'on appelle le stockage massif. Pour l'acheminement, en raffinage pétrochimie, on a tendance à parler de conduite ou de pipeline, comme celui qui est en train de se construire là. Vous verrez qu'il y a des projets d'acheminement d'hydrogène par bateau. Pour l'acheminement courte distance, qui est probablement les choses que vous connaissez, ce sont des camions et des remorques spéciales qu'on appelle des tube trailers, on en parlera. Et j'aborde aussi le stockage hors sol ou local dans les stations-service distribuant de l'hydrogène, dans les réservoirs des véhicules, mais pour cadrer le sujet, c'est pas l'objet du jour, mais je sais que ça va vous décevoir, donc j'ai quelques éléments à vous partager. On n'abordera pas non plus la distribution d'hydrogène, ça fait partie de l'usage en mobilité. Alors, ce qu'il faut savoir, je reviens sur le slide de derrière, par rapport à tout ce que je vous ai dit comme technique, ces techniques se déploient plus ou moins ensemble en fonction de la stratégie d'évolution de la demande. C'est-à-dire que quand il y a peu de demande, par exemple un électrolyseur dans un coin, dans un endroit, eh ben, on va s'approvisionner à l'électrolyseur. Et plus la demande augmente, plus on met en jeu des camions de transport, des électrolyseurs, des pipelines, des fabrications massives et des bateaux. Voilà. Je n'ai pas le temps d'aller dessus, mais c'est ce que ça veut dire. En France, on est au début de la chaîne, c'est-à-dire en distribution locale, avec des électrolyseurs dont vous avez entendu parler, que vous avez peut-être chez vous, où on va s'approvisionner. Éventuellement des gros électrolyseurs ou des terminaux qui vous approvisionnent ensuite par camion. Alors, maintenant, je rentre dans les technologies, l'acheminement gazeux par conduite ou pipeline. Les caractéristiques, on vise à transporter la même quantité d'énergie que ce que l'on transporte dans les conduites de gaz naturel. Mais comme l'hydrogène est plus léger, il faut des diamètres plus gros et des pressions plus fortes. C'est pas de chance parce que comme je vous ai dit que l'hydrogène était une petite molécule, elle a tendance à plus fuir. Et donc,
les verrous majeurs, qui sont en fait des opportunités pour vous comme pour nous, de recherche et de développement de nouveaux matériaux, c'est des verrous de compatibilité des matériaux avec l'hydrogène. Ça fuit dans les métaux, mais dans les plastiques. Exemple, ici, pour faire court, vous avez des morceaux de réservoirs en plastique dans lesquels on a fait passer de l'hydrogène. La norme de fuite de l'hydrogène à travers les réservoirs, c'est celle-là. Eh ben, vous voyez de fuite en général. Vous voyez que tous les matériaux plastiques polymères ont un taux de fuite supérieur à la norme. Il va falloir les retravailler. Pour ce qui concerne les métaux, ici, vous avez un exemple de machine de stress corrosion du Carnot IFPEN. Voilà, donc on travaille sur le sujet et on est prêt à travailler avec vous si vous avez des technologies ou des savoir-faire qui peuvent nous intéresser. L'avantage des conduites gazeuses ou des pipes, c'est plus sûr qu'un transport par camion. Le surcoût de transport est relativement faible, environ 1 euro par kilo. On n'est pas au pourcent près, donc vous pouvez transformer 1 dollar par kilo, vous pouvez transformer en euros. Je me suis référé à l'AIE qui a des rapports sur le sujet et c'est un ordre de grandeur. Ensuite, le gros avantage, c'est qu'il y a aussi un réseau opérationnel en Europe, notamment en Europe du Nord, donc on connaît déjà la situation. Maintenant, l'acheminement liquide par bateau, c'est encore au stade prototype. Et pourquoi ça arrive sur le tapis, j'allais dire, c'est parce qu'il y a certains pays, c'est ce que je mets là, qui anticipent un besoin d'apporter de l'hydrogène parce qu'ils n'en auront pas assez. Et il va falloir apporter d'autres continents, notamment, par exemple, le Japon, qui n'a pas assez de place pour en produire, qui envisage d'apporter de l'Australie. Il y a en gros 8 et 9 000 kilomètres. L'Allemagne, près de chez nous, qui suite à des calculs de prix, se dit que peut-être si on fait une production d'hydrogène dans les pays à fort taux d'ensoleillement comme le Maroc ou le Maghreb, même avec le coût de transport, l'hydrogène sera moins cher. Et la seule solution pour faire du transport intercontinental maritime, c'est le bateau. C'est une technologie proche de celle du GNL. Et il y a un projet aujourd'hui qui est piloté par Kawasaki, que vous trouverez sur Internet, et qui nous dit que finalement, les coûts ne seraient pas excessifs. Et donc, il y a des projets qui y réfléchissent. Mais c'est encore à l'état de projet. Alors, quand on parle bateau ou pipeline, la question, c'est bateau ou conduite. En fait, là, c'est simple. C'est plus le coût que la technique qui guide. En gros, jusqu'à 2000 km, on privilégiera les conduites quand on est bien sûr sur Terre. Au-delà de 2000 km, on privilégiera le bateau. Pourquoi? Là, j'ai un graphique de l'AIE qui vous montre les distances parcourues et l'augmentation des coûts au kilo. Et vous voyez qu'au-delà de 2000 km, c'est cette barre-là, le coût au kilo devient plus intéressant sur transport par bateau que sur transport par pipe. Voilà, c'est ça l'idée. Pour l'instant, le transport par pipe est connu. Le bateau, comme je vous l'ai dit, c'est encore en projet. Mais il faut savoir que ça existe. Un détail, vous entendrez parler pour le transport par bateau, je me dois de vous le dire pour votre information, de LOHC, liquide organique hydrogène carrier. Je ne détaille pas, c'est simplement on met l'hydrogène dans un composé qui contient l'hydrogène, par exemple de l'azote, pas de l'azote, de l'ammoniac, ce qui permet d'avoir un transport plus économique au niveau du transport. En revanche, il y a des coûts pour fabriquer cet LOHC et des coûts pour désembler l'hydrogène. Voilà. L'acheminement courte distance gazeux par camion, donc ça vous connaissez plus. On utilise des remorques que l'on appelle tube trailer de gaz comprimé. C'est des semi-remorques avec des bouteilles soit verticales, soit horizontales, dont la charge utile de la remorque est de 400 à 1 tonne. 1 tonne, c'est encore du projet. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la remorque reste attachée à la station-service bien souvent comme réservoir. On a ici un exemple de station-service. Et ben, ces tube trailers sont l'approvisionnement qui vient se connecter à la station-service pour remplir. Et puis, quand elle est vide, on change de remorque. Ça pose des questions et donc ça ouvre des opportunités pour nous tous. La masse de la remorque fait 30 tonnes. On transporte 1 tonne de carburant. Autrement dit, au mieux, on transporte, seul 3% de la masse transportée est utile. Et donc, il y a des travaux à faire. Et puis, que penser d'un camion qui approvisionne un client en hydrogène vert tout en consommant 25 litres de gazole au 100 km? Donc là, il y a des travaux. Nous, Carnoto, on y travaille, mais vous avez peut-être des sujets à développer sur ce point de vue et il y a des opportunités sur ce sujet. Alors, pareil, je vous ai dit qu'à courte distance, on pouvait employer des camions ou des conduites. Le choix entre les deux, c'est une question pratique. Un camion, je vous l'ai dit, a une capacité de 400 à 1000 kg d'hydrogène comprimé.
Et donc, si la station consomme plus de 400 kg par jour, ben, le camion va devoir faire des allers-retours. Et la question se pose quand il y a des allers-retours de est-ce qu'on fait une noria de camion ou est-ce que on trace un pipeline. Donc, à partir de 400 kg par jour, on se pose la question. Au-delà de 1000 kg par jour, on privilégiera un approvisionnement par pipe. Pour votre information, je ne détaille pas, il y a une option qui se développe, c'est le transport liquide par camion. Là aussi, il y a beaucoup de technologies développées, il y a beaucoup de choses à faire, donc il y a du travail de R&I, de R&D. L'avantage, c'est que on a un gain en charge utile par rapport au gaz, puisque sur une remorque, on met 3 tonnes d'hydrogène liquide au lieu de 1. L'inconvénient, c'est le coût de liquéfaction. Voilà. Et le rendement de la chaîne. Vous comprenez bien que si on part d'hydrogène gazeux, qu'on le liquéfie pour réutiliser l'hydrogène gazeux, le rendement n'est pas très bon. Alors maintenant, le stockage. Le stockage, je vais parler du stockage massif et j'ai quelques chiffres pour vous à la fin sur les réservoirs. Le stockage massif que vous avez vu au début de cette présentation, en fait, il est encore peu répondu et il vise à répondre à un besoin de stockage temporaire massif. C'est plus de 5000 tonnes. En gros, aujourd'hui, on est dans les 20 à 50 000 tonnes stockées pendant quelques mois. C'est à l'étude, mais c'est pas encore nécessaire de façon opérationnelle aujourd'hui. Il faut savoir que ça existe. Et Air Liquide, par exemple, exploite un puits d'hydrogène au Texas qui a une capacité de l'ordre de 10 à 20 000 tonnes. Mais là, c'est un besoin spécifique. Je m'excuse d'être vulgaire. C'est au cul d'une raffinerie et c'est pour stocker directement l'hydrogène produit et le réutiliser ensuite sur le territoire. Avantage du stockage massif, c'est connu. Les compagnies gazières comme Storengy, par exemple, stockent le gaz naturel de cette façon. Donc, on ferait pareil. Et selon l'AIE, le coût du stockage n'est pas excessif puisqu'il est inférieur à 0,6 $ par kilo, en gros 50 centimes d'hydrogène. Alors, quand même, je vous fais un petit passage sur le stockage à bord des véhicules pour vous dire que c'est quelque chose que Carnotto maîtrise bien. Ici, vous voyez que un des Carnot du CEA est en train de fabriquer un gros réservoir hydrogène en enroulage de fibres de carbone. Donc, c'est des choses qu'on connaît bien. Ici, le réservoir de l'Amirail. Alors, pourquoi il faut travailler dessus? Parce qu'aujourd'hui, les réservoirs sont en composite qui fait à peu près 70% du poids, plus acier, plus liner pour éviter que l'hydrogène fuit. C'est encore très lourd puisqu'il faut environ 20 kg de réservoir par kilo d'hydrogène. Autrement dit, avec une Mirail qui stocke 5 kg d'hydrogène, il faut 100 kg de réservoir pour un coût d'environ 2000 $. Donc là, il y a du travail à faire et il y a peut-être des choses à travailler. Vous avez peut-être des composites, des matériaux à nous proposer et nous aussi, on a des travaux pour lesquels on a besoin de technologies qui ne sont pas encore disponibles aujourd'hui. Voilà, j'ai fini cet exposé très rapide. Vous pourrez le télécharger, donc vous pourrez revenir dessus. Les conclusions. La première que je voulais vous partager, c'est retenir que quel que soit le procédé de production d'hydrogène, qu'il soit électrolytique, vert, bio, etc., quand il est dans les tuyaux, c'est la même chose. Ensuite, ce qu'il faut retenir, pour l'acheminement ou le transport longue distance, au-delà de 500 km, c'est conduite, pipeline et bateau. Pour la plus petite des longues distances, c'est de la conduite. Au-delà, ça sera du bateau, mais ce n'est pas encore développé, ça va se développer. Pour les courtes distances, c'est plus connu. Du camion, quand on a peu de quantité et peu de distance, et quand on dépasse les capacités d'un camion, on pense aux conduites. Voilà. Enfin, pour le stockage que l'on appelle massif, c'est-à-dire en sous-sol, c'est un travail sur lequel des entreprises réfléchissent parce qu'il y a potentiellement un besoin de stockage de plusieurs mois. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais les gens travaillent dessus. Stockage réservoir véhicule, je rappelle les chiffres que je vous ai donnés, c'est de l'ordre de 3 à 10 kg dans des réservoirs composites 350 ou 700 bars. Il faut compter environ 20 kg de poids par kilo d'hydrogène et environ 2000 €, 2000 $ pour une voiture à hydrogène. Voilà ce que je voulais vous dire en conclusion et vous rappeler que ça nous ouvre des opportunités puisque l'acheminement et le stockage d'hydrogène, c'est un maillon en fort développement, c'est-à-dire en développement technologique et en plus en déploiement et en plus financé par les pouvoirs publics. Donc, il y a des grands projets, il y a des financements publics, encore faut-il savoir où les chercher. Il y a beaucoup de besoins en nouvelles technologies. Comme vous l'avez vu, il y a un certain nombre de problématiques matériaux.
Je remets ici les transports d'hydrogène liquide et LOHC, c'est-à-dire que la liquéfaction de l'hydrogène est quelque chose qui se développe et il y a aussi des besoins matériaux et processus dans ce domaine-là. Il y a également des besoins terrain, puisque on développe ce processus avec des pipes, des systèmes de transport de longue distance. Il nous faut des appareils de mesure, de monitoring. Dans le domaine transport court, des camions de transport dédiés, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec les besoins en environnement, il y a peut-être des améliorations à faire sur les moyens de transport. Donc, il y a des opportunités pour tout le monde et Carnotto est capable, en fonction des technologies que vous auriez à proposer ou des savoir-faire, de vous dire si, où on peut l'employer et éventuellement de vous aider à les adapter. Comme j'ai été très rapide, je vous laisse quand même, excusez-moi, je me trompe de papier, je vous laisse quand même un testament, ici, comme la dernière fois, des sources d'information. À tout seigneur, tout honneur, je vous renvoie vers nos liens de notre site Carnotto, où vous trouverez des informations générales sur l'hydrogène, ainsi que sur l'association France Hydrogène et la FIPAC, et je vous conseille le rapport de l'AIE de 2019, qui est The Future of Hydrogen, où j'ai pris une bonne partie de mes informations. Pour les appels à projets hydrogène, des liens vers l'ADEME, il y en a d'autres, mais je vous donne l'ADEME. Pour les atouts de l'hydrogène, j'aime bien l'article des techniques de l'ingénieur sur l'hydrogène, auquel je me réfère souvent, qui est un peu mon aide-mémoire. Et d'ailleurs, pour le transport de l'hydrogène, je vous renvoie au même article, page 19 et suivante. C'est un bon condensé, c'est neutre et ça donne toutes les informations de base. Après, pour plus de résultats, vous pouvez voir avec utilité, et c'est accessible sur Internet, la feuille de route Hydrogène Europe, qui donne des chiffres bien précis et des objectifs 2030 sur le transport et le stockage de l'hydrogène. Vous pouvez aussi voir avec intérêt le document de l'AIE et je vous renvoie vers notre plateforme Carnotto pour les matériaux. J'en ai fini. Donc, du coup, on va passer aux questions. Exactement. S'il y en a beaucoup. Alors, la première. Hop. Je ferme la présentation. On va oublier. Alors, la première. Que pensez-vous des gisements d'hydrogène natifs ont-ils été répertoriés? Alors, ce que j'en pense, ça tombe bien, le Carnot ISPEN travaille sur le sujet, j'en ai parlé la semaine dernière dans la production. Alors, ce que l'on peut en dire, ils ont été répertoriés, oui. La difficulté, c'est d'être capable, dans des conditions économiques concurrentielles, par rapport au prix d'hydrogène aujourd'hui, qui est de l'ordre de 1 à 2 euros par kilo en fabrication et raffinage, d'être capable, dans des conditions concurrentielles, de l'extraire et de le vendre. L'hydrogène natif, il a un mauvais goût, c'est qu'il est dans des endroits, par exemple la Sibérie, où il n'y a personne. Donc il va falloir, trouver une technique pour le capter, ensuite il va falloir l'acheminer. Et ça risque de coûter cher. Donc on en est là pour l'instant. Répertorier, oui. Maintenant, il faut trouver des conditions économiques pour pouvoir le produire. Très bien. Alors, hop. La semaine dernière, vous nous avez présenté le vaporeformage qui produit du CO2. Récemment, M. Musk a proposé un prix à celui qui pouvait trouver un moyen de gérer le CO2 produit. Oui, alors, quand j'étais plus jeune, mon médecin m'a dit, pour une petite maladie bénigne de tous les enfants, Nicolas, si vous trouvez la réponse à cette maladie, vous avez une statue sur la place de l'Étoile. C'est un peu ce que dit M. Musk. Aujourd'hui, beaucoup de gens, dont Carnotto, se préoccupent de gérer le CO2 produit. Ce qui se passe, c'est que dans les processus chimiques de production d'hydrogène, on produit beaucoup plus de CO2 que ce qu'on peut en réutiliser actuellement. Aujourd'hui, on peut surtout utiliser le CO2, par exemple, en faisant de la carbonatation, c'est-à-dire on fait passer le CO2 avec du carbonate de calcium et on fait des briques et des parpaings. Et les États-Unis, dans certains États, dans les cahiers des charges de construction de bâtiments publics, obligent à utiliser un certain nombre de parpaings de recyclage CO2. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça partout. Donc, je vois pas la fin de votre question, mais c'est un problème. Après, est-ce que Tesla va se mettre au véhicule à hydrogène? Là, je ne sais pas. C'est encore trop tôt pour le dire. En revanche, Elon Musk, qui aime bien les challenges, il a bien compris que le CO2, c'était un problème majeur. Et si on pouvait en faire quelque chose, ça résoudrait beaucoup de soucis.
À partir de quel ratio est-il préférable de fabriquer sur place ou acheminer l'hydrogène? Je ne peux pas donner une réponse précise, mais avec les éléments que je vous ai donnés, vous devriez pouvoir le faire. En fait, ce que je peux vous dire comme chiffre clé, ce qui va compter, c'est surtout la quantité produite, parce qu'on va pouvoir étaler le coût d'investissement sur les kilos produits, c'est ça qui va compter. Ensuite, il y a autre chose qui compte, mais là, c'est plus compliqué, ça dépasse le sujet. Et vous savez qu'aujourd'hui, on parle du prix du CO2. Le fait d'acheminer l'hydrogène va avoir un coût CO2. Et ça peut rentrer en ligne de compte. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, dans les 6-10 mois qui viennent, si on fait un calcul, c'est surtout la quantité produite. Si par exemple, si la demande est faible, il vaut mieux mettre un électrolyseur et l'utiliser. Maintenant, si la demande est forte, il y a peut-être intérêt à aller chercher de l'hydrogène à un terminal. Voilà. Question suivante. Alors, oui, il y a. Dans les documents que je vous ai donnés, vous trouverez des éléments. Les comparatifs sont pas toujours complets parce qu'ils s'intéressent bien souvent au sujet du rapport dans lequel ils sont. Mais dans les éléments que je vous ai donnés, notamment dans la revue de l'AIE, vous devriez trouver des éléments de réponse. Je me permets de répondre à cette question. Il y a aussi un rapport que je vous conseille sur ce sujet. C'est le rapport de l'ADEME qui vient sortir sur l'ACV de la chaîne hydrogène. Il est disponible par Internet en téléchargement et là, vous trouverez beaucoup d'éléments. Alors, pouvez-vous repréciser le rendement d'un réservoir en composite, le coefficient de perte? Je ne l'ai pas précisé. Il est relativement faible, mais je n'oserais pas m'avancer. Je pense que c'est quelques pourcents. Mais je n'ai pas l'élément sur place. C'est de l'ordre de quelques pourcents. Vous verrez ça dans les documents que je vous ai donnés en ligne. Ou si vous voulez, vous me reposez la question et je le sors de mes documents. Alors, puis-je parler du rendement de l'opération de liquéfaction en fonction de la quantité d'hydrogène liquéfié tonnes par jour? Comme ça, brutalement, il faut regarder les chiffres. Aujourd'hui, ce qui coûte cher, c'est cette opération. Je ne souhaiterais pas le faire parce que je n'ai pas les éléments détaillés. J'ai un livre ici où je pourrais en parler, mais on n'a pas le temps. Je vous suggère de regarder notamment le document de l'AIE et aussi, même peut-être d'avance, je l'ai là, mais il faut que je fouille, la feuille de route de Hydrogène Europe. Là, il y a les chiffres et vous pourrez regarder. Ce que je peux dire simplement, le problème, c'est le rendement est suffisamment faible pour que si on part d'hydrogène gazeux, qu'on le liquéfie pour revenir sur du gazeux, c'est pas intéressant. Alors, la pureté de l'hydrogène SMR est pas très différente. Dans tous les cas, il y a des traitements de gaz en sortie d'unité de fabrication. Dans le domaine raffinage pétrolier, c'est quelque chose qu'on maîtrise parfaitement et c'est classique puisque dans les raffineries, pour vous faire un détail, il y a des composés de raffinage qu'on doit livrer à 99,9. Et donc, c'est simple. Si jamais il y a quelqu'un qui tousse dans le catalyseur avant qu'on charge dans le raffinage, ça marche pas. Donc, c'est vraiment comme dans la technique médicale, mais c'est quelque chose que l'on connaît. Alors, des deux côtés, il faut traiter l'hydrogène. Et il y a des systèmes de traitement avec des membranes et des choses comme ça. Alors, il est souvent évoqué que l'hydrogène peut être un stockeur d'énergie intermittente. Quelle solution de stockage auprès de sources de production distribuées? Alors, c'est pas très clair pour moi, mais je vais revenir sur quelque chose que j'ai évoqué. Il est souvent évoqué que l'hydrogène peut être un stockeur d'énergie intermittente. C'est pour ça que je vous ai parlé du stockage massif. Ça peut être un stockage intersaisonnier. En fait, pour produire de l'hydrogène, qu'on soit en raffinerie ou avec un électrolyseur, pour qu'il soit pas cher, il faut produire au maximum des capacités de l'unité et tout le temps.
Sauf que on n'a pas toujours besoin de l'hydrogène, on n'a pas toujours besoin de l'électricité. Et donc, il arrive qu'il y ait des moments où on produit plus d'électricité, on pense qu'on peut produire plus d'électricité qu'on en consomme. Dans ce cas, au lieu de jeter l'électricité consommée, on fabrique de l'hydrogène. Sauf que si c'est par exemple en été, on n'en a peut-être pas forcément besoin. Et donc, l'idée est venue à un certain nombre d'organismes publics ou privés ou de centres de recherche de fabriquer de l'hydrogène avec l'électricité en surplus et de la stocker dans ces stockages massifs qui peuvent prendre 10 ou 15 000 tonnes. Et en hiver, on ressort l'hydrogène, on utilise des piles à combustible et on fabrique de l'électricité. Voilà ce que je peux répondre. Alors, il y a un point clé. Mercedes Camion a dit qu'il utilisait le stockage d'hydrogène liquide pour application embarquée. La première chose, c'est l'autonomie. Donc ça, c'est un point positif. En termes d'autonomie pour la mobilité, oui, c'est intéressant. Après, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des problèmes de coûts à régler et plus généralement aujourd'hui dans l'hydrogène, des problèmes de mise en œuvre industrielle, d'intégration des innovations dans la chaîne de production. Donc là, la question, c'est comment on intègre le coût de la liquéfaction d'hydrogène dans la chaîne, parce qu'on sait que l'hydrogène liquide, je vous l'ai dit, hein, dans les truck trailers, c'est 1000 kg si c'est gazeux, c'est 3000 kg si c'est liquide. Donc, c'est intéressant pour les poids lourds. Après, il se pose des questions de station-service, etc. Oui, alors la question, les carburants se détériorent dans le temps, humidité et bactéries. Existe-t-il des études sur la conservation d'hydrogène? Oui. Notamment, alors, pas pour tout, notamment, je vais être court parce que là le temps s'épuise, notamment lorsque, j'en ai pas parlé, on fait des mélanges dans les tuyaux de gaz, dans les gazoducs, d'hydrogène et de gaz naturel. Vous savez que c'est très tendance. On peut mélanger les deux. Et il se fait que il y a des problématiques de conservation d'hydrogène dans ce cas-là et dans les stockages souterrains. Donc oui, il y a des études sur le sujet. Alors, qu'en est-il de la transformation d'hydrogène sous forme de gel à très basse température? Je vais être honnête avec vous, je sais que ça existe, mais j'ai pas été regardé précisément. Il y a d'autres solutions. J'ai pas voulu rentrer dedans. J'en sais pas plus que vous, si ce n'est que je sais que ça existe. Alors, c'est une bonne remarque. Que pensez-vous du transport sous forme solide du type hydrure de silicium? Je voulais le mentionner dans le stockage. En fait, aujourd'hui, ça a un regain d'intérêt, le stockage solide, parce que comme l'hydrogène, la filière hydrogène est en train de se développer, on retravaille dessus. Le principal frein, mais encore une fois, là je vous le dis à tous, c'est peut-être des opportunités pour vous comme pour nous, c'est qu'aujourd'hui, la quantité d'hydrogène stockable n'est pas encore compatible avec l'autonomie nécessaire que l'on veut pour un véhicule. Et que le coût du stockage aujourd'hui est encore un peu élevé. Voilà. Le principal problème, en fait, c'est qu'on peut rentrer de l'hydrogène dans un hydrure de silicium en forçant sous pression. Le problème, c'est qu'il ne veut pas sortir. Alors, la pression de transport en conduite, elle est un peu plus élevée que le gaz naturel. Donc, elle va jusqu'à 100 bars, parfois un peu plus. Je vais répondre rapidement parce que le temps passe. Alors, il y a des problèmes, notamment des problèmes thermiques. Voilà. Donc, que ce soit bizarrement, vous allez être surpris, de réchauffement comme de refroidissement. Et donc, comme ce sont des interfaces bien souvent à base de métaux, il y a des métaux jouent et il y a des problèmes de fuite. Donc, il y a des problèmes thermiques, de tenue thermique des matériaux. Comme on arrive effectivement à la fin de
a encore une question. Je voulais quand même pouvoir proposer aux participants de télécharger vos supports. Donc, pour télécharger les supports de Nicolas, pour ceux qui veulent récupérer les slides, vous pouvez les prendre dans le tableau d'événements. Là, si vous suivez ma souris, tout en haut à droite, il y a un tableau d'événements avec 2 onglets, les infos sur l'événement, mais surtout les fichiers partagés. Là, vous pouvez télécharger la présentation de Nicolas. Donc, n'hésitez pas. Et puis aussi, on vous a mis le lien vers le 3e webinaire de Carnoto qui a lieu le 4 février. Donc, vous avez la possibilité de cliquer ici pour vous inscrire directement à ce webinaire. Voilà. On a encore une question, Nicolas. Est-ce qu'on prend cette dernière question? Je le fais court. C'est une solution, c'est une bonne question. C'est une solution sur laquelle où l'industrie travaille. Il y a juste un souci sociétal, c'est que le méthanol est considéré comme dangereux pour l'homme et donc il y a des problèmes de réglementation. Voilà ce que je peux dire pour faire court, mais c'est une solution, oui. Parfait. Bah, écoutez, on n'a plus de questions dans le chat. Donc, il nous reste à remercier tous nos participants de vous avoir suivis. Merci à vous, Nicolas. Pour information, le replay sera disponible sur la plateforme ActenMatch et le site de Carnoto. Donc, vous pourrez revoir pour ceux qui n'ont pas eu le début. Visiblement, il y a eu quelques personnes qui sont venues vers moi par rapport à ça.